Bienvenue dans un nouvel épisode de Kirae, le média qui écoute les chevaux et éclaire les humains. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'entretien avec Camille, historienne du monde équestre. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je te conseille de le faire afin de mieux comprendre la suite. Bonne écoute. À l'inverse, les chevaux dits de la noblesse, alors je sais que dans certains cas, ils allaient dehors aussi, donc on avait des prés évidemment dans les propriétés, nobiliaires, on avait des prés, on avait des espèces de grands paddocks et ce genre de choses, donc les chevaux pouvaient être dehors, avaient des interactions avec les congénères. Mais si on prend le cas des étalons royaux, eux, ils étaient vraiment confinés dans les écuries. Donc c'est un mode de vie qui est totalement différent que celui d'un cheval qui sera destiné au labourage. Donc voilà, effectivement, ça dépend. Pour la question de l'alimentation, par exemple, je trouve qu'au niveau de l'alimentation, il n'y a pas de grande différence. Généralement, on nourrit les chevaux avec des céréales, donc de l'orge, de l'avoine, de la luzerne. Des fois, on pense même à dépoussiérer ces céréales pour éviter les chevaux dits poussifs, donc c'est-à-dire les chevaux qui toussent. On évite aussi les fourrages verts, donc du foin qui vient juste d'être récolté par exemple, parce qu'il y a des risques de coliques. Donc on commence tout doucement à cette époque-là, 17e, 18e siècle, à s'interroger aussi sur l'impact de l'alimentation sur l'état de santé des chevaux. Aussi, un point qui peut paraître un peu en détail, mais par exemple, de manière très générale, c'était évidemment pas le cas partout, mais les chevaux des paysans dans les milieux ruraux avaient accès généralement à une rivière où ils pouvaient boire, alors que par exemple, les étalons du roi n'avaient pas accès à la rivière et ils avaient des sorties, je sais plus, moi je pense que ça doit dépendre aussi des haras, je crois que c'était des sorties entre 3 et 5 fois par jour pour aller boire. Donc voilà, il y a effectivement des différences. On va pas avoir les mêmes conditions de vie entre les différents animaux, mais c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, moi aussi, il y a quelque chose sur lequel j'ai été assez surprise, c'est la notion de mise au calme. Par exemple, pour les juments qui sont pleines, on va recommander aux propriétaires de les mettre dans des écuries bien aérées, avec leurs copines poulinières, pour qu'elles soient au calme, qu'elles ne soient pas stressées, qu'elles ne soient pas perturbées par les autres poulains ou par les étalons. Et donc, en fait, on commence à prendre en considération un petit peu la question du stress de l'animal. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Parce que ça, pour le coup, par contre, je l'ai retrouvé un peu pour toutes les catégories sociales pour cette époque-là. Ouais, donc au final, c'est vrai que le bien-être des chevaux, même si effectivement ce terme-là exact n'était pas employé, mais a toujours eu une importance, même bien avant. Et justement, là, on parle de repos, d'alimentation et tout. Quelle forme de soins, justement, étaient apportés aux chevaux à cette période-là, ou même avant, enfin, dans l'histoire en termes généraux, tels que nous, on l'imagine? Quelle forme de soins on pouvait retrouver, justement, des choses qui t'ont peut-être étonné ou autres? Alors déjà, les soins, que ce soit les soins curatifs ou les soins préventifs, ce sont des soins qui vont toujours être reliés à l'évolution de la médecine vétérinaire. Donc on fait pas juste un soin préventif, par exemple une pose d'argile, on va pas la faire uniquement dans le but de relaxer un cheval, on va la faire uniquement dans un but vétérinaire, dans le sens où on voit qu'un cheval a engorgé, donc on va mettre de l'argile, par exemple. Donc c'est toujours assez lié. Donc ça, c'est tout ce qui relève, comme je le disais tout à l'heure, du savoir hippiatrique. Et ces formes de soins, comme dit curatifs ou préventifs, on les retrouve dès le XIVe siècle avant notre ère. Donc ça fait quand même quelques milliers d'années qu'on s'interroge là-dessus, parce qu'on a un premier traité, alors il me semble que c'est un traité vétérinaire qui vient d'Anatolie centrale, où on a déjà quelques notions de ce qu'il faut faire pour aider le cheval à aller bien après des gros efforts et ce genre de choses. Alors j'avoue que j'ai pas le détail parce que c'est une écriture tout simplement 14e siècle avant notre ère que je ne sais pas lire malheureusement. Mais on a, comme je le disais un petit peu plus tôt dans mon intervention, on a déjà des mentions d'argile, de pose d'argile. Donc on va poser ce qu'on appelle des onguents et des emplâtres. Donc
des cataplasmes, hein, tout simplement, beaucoup à base d'argile. On va avoir beaucoup de massages, on va avoir du shiatsu, on va avoir, comme je disais tout à l'heure, l'huile de cade qui peut être utilisée. Donc ça, tout ça, c'est ce qu'on va mettre, surtout dans la partie orientale du monde, dans les méthodes holistiques qui sont là pour le bien-être du cheval, à la fois physique et mental, et qui permettent aussi une libre circulation des énergies. Aussi, par rapport au bien-être des chevaux, au bien-être physique, on peut retrouver, alors là, il me semble que c'est en Mongolie, mais en tout cas, c'est en Mongolie, c'est sûr, c'est juste pour la période où j'ai un doute, mais en tout cas, c'est avant notre ère, où les cavaliers mongols avaient remarqué qu'il y avait des chevaux qui étaient abîmés, enfin qui étaient blessés au niveau de l'embouchure. Et du coup, ils enlevaient les dents de loup des chevaux pour que le mort repose mieux dans la bouche. Donc ça peut paraître pas grand-chose, mais au final, c'est une action qu'on fait nous aussi quand on a un jeune cheval et qu'on monte avec un mort. On vérifie qu'il n'y ait pas de dents de loup. Et alors moi, ça m'a surprise parce qu'ils sont quand même allés voir l'anatomie du cheval, l'anatomie des dents, et voir un petit peu ce qui devait être enlevé, ce qui était essentiel pour la mastication du cheval, ce qui ne servait entre guillemets à rien et qui pouvait poser problème avec un outil. Donc ça, je trouve que le cas des dents de loup, c'est un cas qui est assez intéressant. Et sinon, quand on arrive un petit peu plus tard dans l'époque, quand on se rapproche un petit peu plus de la nôtre, au XIIe, XIIIe siècle, on a un vrai essor des méthodes de soins, pareil, toujours soit en curatif, soit en préventif, tout simplement parce qu'en fait, en France, enfin en Europe occidentale, on va récupérer les méthodes arabes et les méthodes asiatiques parce que l'Église, en fait, catholique, interdit les autopsies de chevaux. Donc, on a une moins bonne connaissance de l'anatomie et donc, ce qu'on va décider de faire, ça va être de récupérer les anciens ouvrages qui viennent d'autres pays, qui viennent de l'Orient pour s'imprégner des connaissances que d'autres peuples ont pu faire, enfin, peuvent avoir parce que leur religion leur permet. Et du coup, c'est vrai que XIIe, XIIIe siècle, on va avoir vraiment un mélange de plein de pratiques différentes et beaucoup, pour soigner, vont aussi s'intéresser à des croyances qui vont être un petit peu plus particulières. Par exemple, on va estimer que les signes astrologiques se retrouvent dans chaque partie du cheval. Alors, c'est vrai que j'ai plus le détail en tête, mais voilà, chaque signe est à relier avec une partie de l'anatomie du cheval. On va aussi avoir, surtout à partir du XIIe, XIIIe siècle, ce qu'on appelle le paradigme hippocratique. Donc, en fait, c'est la théorie des humeurs. Le fait que les éléments, donc l'eau, la terre, l'air et le feu, soient en accord avec des humeurs, donc le sang, la lymphe, la bile noire et la bile jaune, et que quand elles sont... suivant comment c'est et ce qui prédomine, on va avoir des qualités humide, sec, chaud et froid. Et tout ça, ça va donner des tempéraments. Donc le cheval sanguin, le cheval flegmatique, le cheval mélancolique, le cheval colérique. Et du coup, on va vraiment avoir une notion d'équilibre des humeurs dans la médecine vétérinaire qui va influer sur ce qu'on va faire aux chevaux pour essayer de les soigner. Par exemple, on va estimer qu'un cheval, pour enlever les mauvaises humeurs, donc ce qui peut le déranger, on va par exemple lui mettre des sangsues sur les membres. Et c'est une pratique qui est toujours utilisée maintenant, bon, avec des fondements un petit peu plus scientifiques, mais on va utiliser des sangsues pour extraire, selon eux, les mauvaises humeurs du cheval et lui redonner de la vitalité. Ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Mais c'est vrai que on a quand même quelques soins, quelque chose qui vont être faites pour essayer d'améliorer les chevaux, enfin améliorer leur santé et d'une certaine manière leur bien-être. Et aussi pour toute la période d'Ancien Régime, donc Moyen Âge, époque moderne, on va avoir le développement d'une véritable pharmacopée vétérinaire. On va avoir beaucoup de remèdes qui vont être inventés, qui vont être utilisés avec des choses parfois assez connues qu'on utilise encore maintenant. Par exemple, la térébenthine, le mélilo, le réfort, c'est la mandragore, qu'on va retrouver dans certains compléments alimentaires encore. Des fois, on utilise quand même des choses un petit peu plus surprenante. On va utiliser de l'urine ou des excréments d'humains et d'animaux. On va utiliser des bouillons de viande, de chat, de chien, du sang de porc, du foie de renard, des vers de terre,
plein de choses qui sont assez surprenantes. Mais à chaque fois, c'était vraiment dans une optique on utilise ces produits-là parce qu'ils ont des bienfaits. On va soit les faire ingérer au cheval, ou alors on va lui poser sur les membres pour que ça l'aide et pour que ça le soulage. Donc il y a quand même toujours cette notion non pas seulement de guérir parce qu'on a besoin du cheval en tant qu'animal fonctionnel, mais aussi parce qu'on a envie que le cheval se sente mieux. Et bon, des fois, on utilise aussi des choses un petit peu plus étranges. Là, par exemple, j'avais retrouvé dans un traité vétérinaire du XVIe siècle l'utilisation d'arsenic pour soigner les chevaux. Bon, voilà, là, ça n'a pas forcément fait ses preuves, mais en tout cas, il y a quand même une volonté de les aider avec plein de soins différents, plein de produits différents et vraiment l'idée générale de soulager le cheval. C'est vraiment hyper intéressant et franchement, je bois tes paroles parce que... Et je suis très contente d'ailleurs que tu dises, enfin que tu nous expliques ce genre de choses parce qu'en fait, moi qui ai un métier de base, donc naturopathe équin, qui est très mal vu parce que selon certaines personnes, c'est des choses nouvelles, c'est très récent, c'est la mode et tout. Mais en fait, en parlant justement avec toi, on se rend compte que bah non, justement, ça confirme ce que je dis depuis des mois, c'est-à-dire que toutes les méthodes naturelles, que ce soit, alors là, même si on voit vraiment en plus large, c'est-à-dire la naturopathie, donc l'utilisation des plantes, mais aussi l'utilisation de certaines techniques manuelles telles que le shiatsu, etc. C'est des choses qui étaient déjà utilisées vraiment depuis la nuit des temps. C'est vraiment des méthodes quand même qui sont assez ancestrales. Et justement, est-ce qu'on va trouver des pratiques qui sont comparables à nos approches actuelles du bien-être, que ce soit des massages, que ce soit... je sais pas, du matériel aussi peut-être de pensage ou autre? Alors, toute la question des massages, je pense que des massages avec des onguents, des cataplasmes aussi qu'on va mettre sont des choses qu'on fait quand même au quotidien. Il y a quand même énormément maintenant de chevaux qui sont suivis par des masseurs ou qui après une grosse séance de travail vont avoir un cataplasme d'argile. Donc ça, je pense que ça fait partie des pratiques dont on a hérité. La question du shiatsu aussi. Moi, plus spécifiquement sur mes documents, c'est vrai que ce sont pas forcément des méthodes qu'on va réutiliser maintenant. Enfin, j'ai pas forcément de lien à faire sur ce que je connais le mieux. Mais voilà, de manière générale, je sais qu'on a ça. Par contre, pour la question du pansage, le pansage était obligatoire avec une étrie et une brosse dure, si je me souviens bien. L'étrie, j'en suis sûre, la brosse dure, je me demande s'il la qualifie pas autrement. Des étalons royaux dans les haras. Donc on avait un palefrenier qui avait en moyenne, alors ça dépend des provinces, mais il me semble que c'était 4 à 7 étalons et qui tous les jours devait les panser, même en période, hors période de saillie. Donc la pratique du pansage, ça c'est quelque chose quand même qui revient assez souvent et qui est bien antérieur. Moi là je parle de ce que j'ai dans mes documents. Parce que ça a souvent suscité beaucoup de critiques parce que les palefreniers étaient considérés comme étant ivrognes et lourds et ne faisaient pas le travail qu'on leur demandait en temps voulu et qui prenaient 3 heures pour faire un seul étalon. Mais en tout cas, voilà, ça, la question du pansage, c'est quelque chose qu'on retrouve. Il y avait aussi je vais pas dire tout un fantasme autour des crins des chevaux, mais de manière générale, les crins des chevaux, de ce que j'ai vu, du moins dans les haras royaux, c'est quelque chose qui était assez connu, enfin assez pas utilisé, mais voilà, ça faisait partie intégrante de l'étalon. Parce que, par exemple, j'avais le cas pour la Lorraine d'un directeur des haras qui se fait virer parce qu'il a commis énormément d'erreurs et qu'il y avait un contexte diplomatique, politique derrière. Mais l'un des arguments qui vont constituer un élément quand même assez clé de sa destitution, c'est le fait qu'en secret, il s'amusait à couper les crins des queues et des crinières des étalons. Et pendant que les palefreniers après que les palefreniers les aient brossés, et ça, apparemment, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc, on avait aussi toute la question de est-ce qu'il vaut mieux des crins courts, des crins longs, etc. Donc ça, voilà, ça renvoie quand même à des pratiques qui sont assez, qui peuvent faire écho aux nôtres. Et au niveau du matériel aussi,
alors, je vais pas parler de bit fitting ou de bridle fitting non plus, mais à partir du XVIe, XVIIe siècle, on a plusieurs manuels, plusieurs traités qui vont s'interroger sur la question des morts pour savoir quelle mort est le plus adaptée à quel type de cheval. Donc, c'est ce qu'on appelle des traités sur la manière de bien emboucher son cheval. Généralement, c'est un titre qui est assez utilisé, assez commun. On a ceux de Labroue, de Fiacci et de Lanoux qui sont assez connus et où on a vraiment des tables entières de dessins de morts en disant voilà, telle mort va être adaptée à tel cheval, à telle anatomie de tête et ce genre de choses. Et moi, je trouve ça absolument fascinant de voir qu'au final, le métier, pareil, de bridle fitter ou de bit fitter, il peut être critiqué dans le sens où on se dit bon, bah, c'est bon, je suis cavalier amateur ou professionnel, je sais ce qui marche le mieux en briderie et ce qui va marcher le mieux pour mon cheval, mais au final, on se rend compte qu'on a toujours eu besoin de théoriciens et de personnes pour penser la question de la place du mort dans la bouche du cheval selon son anatomie. Donc ça, c'est un exemple aussi qui, je trouve, est assez parlant et fait vraiment écho à des pratiques qu'on peut avoir maintenant. Mais ça, c'est marrant justement que tu me parles de ça parce que j'ai fait le dernier épisode que j'ai fait justement avec un invité, c'était Gaël de la sellerie Lefeur, qui est ergonome justement, équin et sellière, et c'est assez marrant de voir qu'en fait on en parlait déjà, mais encore une fois, aujourd'hui pourtant on va dire oui c'est à la mode, etc., c'est tendance. Justement, est-ce que tu as pu relever je sais pas comment appeler ça, peut-être des modes un petit peu étranges ou qui t'ont marqué? Alors là, je dirais que c'est plutôt... Alors, c'est peut-être moins dans le bien-être, mais enfin, c'est sur la question des débourrages, et puis j'ai autre chose aussi sur la question de bien-être, mais je vais faire chronologiquement, je vais y revenir vite fait sur le débourrage. Des méthodes de débourrage qui étaient très à la mode à l'époque, c'était par exemple de débourrer les poulains. Alors le débourrage se faisait assez tard d'ailleurs pour l'anecdote, enfin assez tard, il se faisait même plus tard que ce que nous on fait. Les poulains, généralement, on estimait que c'était à 4 ou 5 ans qu'ils devaient être débourrés et pas avant, mais bon, des fois, pour des questions de nécessité, ils débourraient à 2 ans et demi ou à 3 ans. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'on n'exploitait pas les poulains dès leur plus jeune âge. Mais la mode, à un moment, en Europe occidentale, c'était de débourrer les chevaux dans des champs de boue, des champs qui venaient d'être labourés les lendemains de grosses pluies. Parce que comme ça, en fait, le poulain avait de la boue jusqu'aux épaules, enfin jusqu'aux genoux au moins, et avait plus de mal à mettre son cavalier par terre. Mais ça, c'est une anecdote que j'aime bien parce qu'en fait, en faisant des recherches, justement là dans le cadre de cette intervention, en faisant des recherches, en fait, j'ai vu que fin XXe siècle, il y avait encore des cavaliers professionnels qui la pratiquaient et qui disaient que c'était moins traumatisant pour le cheval. Donc ça, moi, ça m'a un peu surprise. Et c'est vrai qu'à l'époque, sur les époques sur lesquelles moi je travaille, et même les époques un peu antérieures, il y avait vraiment toute une mode autour de ça. Sinon, pour une espèce de mouvement de mode, alors c'est pas vraiment de la mode, mais bon, on se comprend, une tendance, on va dire, au 19e et 20e siècle, j'ai relevé, dans la littérature, beaucoup de réminiscences religieuses, donc le retour à des croyances religieuses, notamment, on va mettre toute sa confiance dans les saints guérisseurs, pour soigner les chevaux. Et au 19e et 20e siècle, on a beaucoup de pèlerinages qui sont organisés autour de la figure de Saint-Éloi, qui était le saint patron des chevaux. J'ai retrouvé aussi des témoignages de parchemins sur lesquels on mettait des formules de guérison des chevaux pour essayer de les soigner. Alors ça, du coup, c'est un peu plus lié à des pratiques païennes qu'on pouvait retrouver à l'époque antique ou à l'époque médiévale. Mais c'était des choses encore qui étaient pratiquées largement au 19e, 20e siècle. Et un cas, c'était fin 19e, début 20e siècle, je crois que c'était peu de temps avant la Première Guerre mondiale, à Metz, il y avait énormément d'éleveurs qui, dans la région messine, taillaient sur les poils des poulains, ils taillaient au ciseau des croix pour les protéger, des croix de guérison, dès que les poulains naissaient, pour les protéger de potentielles maladies, de potentielles blessures. Et au début, je pensais être tombée sur un cas isolé, et pas du tout. C'était quelque chose qui était assez pratiqué. Donc alors, je pense pas qu'on puisse parler de mode à proprement parler, mais ça fait quand même, ça surprend suffisamment pour que les contemporains de l'époque décident de relater ces épisodes-là. Alors justement, est-ce qu'il y a-t-il des civilisations qui vont être plus... Alors je sais pas trop comment tourner ma question, mais
plus proche, on va dire, des chevaux que d'autres, où on va dire que la place du cheval est franchement beaucoup plus importante que d'autres, que ce soit en termes de civilisation, d'époque ou même de pays. Alors, déjà, on a tout ce qu'on va qualifier de civilisation cavalière. Donc ça va être beaucoup l'Asie, l'Europe de l'Est, l'époque précolombienne, du coup les Amérindiens, époque précolombienne, donc avant la conquête par les Européens de l'Amérique du Nord. Enfin, de l'Amérique de manière générale plutôt. On va avoir des peuples qui vont être très très centrés autour de l'usage des chevaux. Et donc, par exemple, dans le cas des Amérindiens, c'est vrai que moi je travaille pas du tout sur ces sources, mais du peu que j'ai lu à leur sujet, c'était vraiment des chevaux qui étaient utilisés dans leur quotidien, mais qui étaient extrêmement importants, qui avaient une place, enfin pas d'animal domestique, mais presque de membres de la famille. Et je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point, surtout dans les sociétés nomades, c'est quand même très principalement dans les sociétés nomades, on avait vraiment une approche du cheval dans sa globalité. On l'utilisait pour tout et on le considérait vraiment comme un animal, comme un membre à part entière de la famille. On avait des rites sacrés autour du cheval. On avait des périodes alors c'est pas pèlerinage du coup, mais des périodes, des moments où on se réunissait autour des chevaux pour encourager leur bonne santé, pour demander plein de choses, plein de faveurs à leur égard. Et je trouve ça assez intéressant. Mais c'est quelque chose qui, je pense, se retrouve surtout dans les sociétés qui sont nomades. Après, dans les sociétés que moi je connais un petit peu plus en Europe occidentale, je pense que la France, alors elle peut peut-être pas être qualifiée de société cavalière parce que on est moins nomade que certains peuples, mais c'était une société écuyère dans le sens où on avait vraiment une vraie recherche autour de l'art équestre, autour de l'harmonie du cheval dans son dressage et ce genre de choses. Donc notamment avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, beaucoup l'Italie. L'Italie pendant la Renaissance s'est aussi énormément intéressée aux chevaux, à leur anatomie, à leur dressage, à leur fonctionnement, et on a énormément de textes justement sur ces questions-là. Et vraiment, quand on lit un traité d'équitation italien ou français du 16e, 15e, 16e, 17e, 18e siècle, où on a vraiment ce qui ressort le plus, cette idée d'avoir des chevaux qui sont en harmonie avec leurs cavaliers. On prône la légèreté, on prône vraiment une union entre les deux. Bon, après, avec des méthodes qui des fois dénotaient totalement, et là on n'était plus du tout dans le bien-être équin. Mais c'est vrai que je pense que d'une certaine manière, oui, forcément les sociétés nomades étaient peut-être encore plus attachées à leurs chevaux, mais de manière générale, je pense que toute civilisation qui a eu des contacts avec des chevaux avait vraiment les chevaux au cœur de sa société. Et est-ce que, au contraire, il y a des civilisations qui n'avaient aucun contact avec les chevaux? Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu nous parles de plein de pays et de civilisations, et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul endroit sur Terre où il n'y ait pas eu cette place du cheval, quoi. Alors, très honnêtement, je m'étais dit que tu me poserais peut-être la question, donc j'ai fait des recherches. Et mes recherches n'ont pas donné grand-chose, pour la bonne et simple raison que de ce que j'ai vu, il y avait quand même toujours un lien. J'ai l'impression. Après, il y avait des civilisations qui étaient un petit peu moins là-dessus. Par exemple, alors quand même une civilisation qui est un peu connue, pendant l'Antiquité romaine, on utilisait beaucoup les chevaux dans l'armée pour le travail du labourage et tout. Mais c'est vrai qu'à côté des Grecs, par exemple, ou à côté d'autres peuples, on a très très peu de traités sur la manière de les gouverner, donc sur la manière de les soigner, la manière de les monter. Après, il faut faire attention en tant qu'historien parce que est-ce que c'est tout simplement on a perdu les documents? Ça, c'est une possibilité aussi. Il y a la question de la conservation des documents. Mais on a aussi une autre question, c'est est-ce que ces savoirs-là n'étaient pas parfois mis de manière orale? Et ça, c'est ce qui va poser problème aussi pour des civilisations beaucoup plus anciennes, pour la Mésopotamie, pour l'Anatolie centrale et ce genre de choses, parce que il y avait aussi toute une tradition orale. On a très très peu de documents, donc on n'est pas forcément en mesure toujours de quantifier
l'importance des chevaux comme on aimerait malheureusement pouvoir le faire. Mais ça, du coup, c'est plutôt l'archéologie aussi, enfin l'archéozoologie en l'occurrence, qui peut nous aider pour voir la place des chevaux que nous, on ne peut pas avoir par les textes. Et tout à l'heure, tu nous parlais de justement des croyances concernant les chevaux, des mythes, voire même des dieux comme Pégase, etc. Est-ce que tu as d'autres exemples de croyances ou de légendes équines, j'ai envie de dire, que tu as pu relever dans tes études? Alors, moi, dans mes études à proprement parler, j'en ai pas vraiment parce que c'est vrai que ça, c'est un champ historiographique, un champ scientifique qui est plutôt généralement étudié par les historiens, enfin par les personnes qui travaillent sur la littérature. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, j'ai pas forcément énormément d'exemples. Bon, après, il y en a qui sont très connus. Par exemple, la licorne. On a aussi des légendes. Enfin, on va dire, on a rendu célèbres des chevaux qui sont associés à des hommes. Par exemple, on a le cas du cheval Bayard, qui était associé, enfin qui était très présent, par exemple, dans les chansons de gestes du Moyen Âge, donc des espèces de contes qui étaient racontés. Donc on a des exemples. C'est vrai que moi, c'est pas forcément ceux que j'ai étudié le plus, c'est ceux qu'en histoire on étudie le plus, mais en tout cas, ils faisaient partie intégrante du folklore et des croyances, ça c'est sûr. Et si on parle un petit peu plus terre à terre, j'ai envie de dire, est-ce que, question plutôt du coup législation, parce que tout à l'heure tu nous parlais justement que l'Église catholique avait interdit les autopsies, ou que les étalons ne pouvaient pas forcément boire dans les rivières, etc. Est-ce que pareil, en termes de plutôt législatif, tu vas avoir des exemples de lois ou des choses un petit peu étranges par rapport aux chevaux justement dans les différentes sociétés? Alors, honnêtement, enfin, il n'y a rien qui me paraît trop étrange à chaque fois. C'était des choses qui étaient faites pour le bon sens, pour le sens commun. Par exemple, au 19e siècle, il me semble que c'était en 1850, on a la loi Gramont qui va revenir un petit peu sur la question de ce qu'on a le droit de faire à un cheval en termes de violence et de maltraitance, enfin, et pas que des chevaux d'ailleurs. Donc c'est beaucoup, si tu veux, quand on va parler de législation autour des chevaux pour ces époques-là, c'est beaucoup vraiment de ce que nous, en tant qu'humains, on a le droit de faire sur les chevaux. Généralement, c'est ça. Après, on a toute une flopée aussi de législations qui vont être plutôt liées au travail de la poste. Savoir à combien de chevaux on a le droit d'atteler, savoir sur quelle route on a le droit d'aller vite, savoir qui a le droit de guider un attelage avec tant et tant de chevaux. Et puis on va aussi avoir à peu près les mêmes questionnements sur sur les chevaux qui tiraient aussi les voitures en ville. Donc c'est vrai que c'est toujours plutôt sur des questions, enfin comme on aurait des lois sur la vitesse par exemple dans les centres-villes, et ben là c'était beaucoup pour l'aspect déplacement. C'est surtout là-dedans on va avoir des choses sur la législation. Après moi dans le cadre des haras royaux, donc 17e, 18e siècle, on va aussi avoir toute la législation des étalons, sur la bonne gouvernance entre guillemets des étalons pendant et hors des périodes de saillie. Par exemple, le fait qu'un étalon qui a été approuvé pour la reproduction, donc qui avait été approuvé par quelqu'un qui travaillait pour les haras royaux, qu'un étalon qui était donc approuvé n'avait pas le droit d'être utilisé pour autre chose que pour la reproduction pendant toute la période de la reproduction. Donc, ça montre... Enfin, moi, ce que je trouve intéressant avec la législation, c'est que ça montre que si on a eu besoin de faire une législation, c'est parce que à un moment, il a fallu encadrer des pratiques qui n'étaient pas licites. Donc, ça veut dire aussi qu'à un moment, quand on dit que l'étalon n'a pas le droit de saillir plus de 25 juments sur la période de la monte, ça veut dire aussi qu'il y a bien forcément un jour quelqu'un qui s'est amusé à faire saillir son étalon à toutes les juments du village parce que, voilà, à un moment, on a été obligé de mettre un point final, entre guillemets, et de mettre une législation pour être sûr que les gens n'en abusent pas.
Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Après, des choses un peu surprenantes, honnêtement, là, j'ai rien qui me vient en tête. Je trouve à chaque fois, ouais, c'était plutôt sensé et c'était bien pour le vivre ensemble, on va dire. Retrouve la 3e et dernière partie la semaine prochaine. D'ici là, n'hésite pas à écouter plus d'épisodes sur la chaîne. Si cet épisode t'a plu, aime, commente, partage et surtout, abonne-toi pour ne rien louper.